bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal, émission spéciale aujourd'hui avec le débat d'entre-deux tours. Dimanche 7 juillet, les élections législatives dans la 5e circonscription de la Moselle se joueront entre Pascal Genft du Rassemblement National et Vincent Settlinger, député sortant du parti Les Républicains. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce débat. Au premier tour, qui réunissait 7 candidats, Pascal Genft est arrivé en tête avec 47,52% des voix. Vincent Settlinger, deuxième, avec 34,23%. 5 839 voix d'écart, très exactement, sur un peu plus de 45 000 votants. Pascal Genft, vous les analysez comment, ces chiffres ? La mobilisation, avant tout. Je pense que nous sommes le parti qui a la meilleure dynamique et qui a eu la meilleure mobilisation, parce que, en regardant les chiffres, effectivement, en 2022, la candidate qui s'était présentée à Sarreguemines avait fait au premier tour de mémoire 7 500 voix. Et nous avons rassemblé dimanche près de 21 000 voix. Donc le bond est gigantesque et sans précédent. Et je crois que M. Settlinger, lui, n'a rassemblé que 15 000 voix, soit 1 500 de moins qu'il y a 2 ans. Donc effectivement, oui, je pense que la dynamique, elle est pour nous. Les gens se sont largement mobilisés pour nous soutenir. Oui, alors je voudrais d'abord remercier votre chaîne déjà pour l'organisation de ce débat aujourd'hui. Je crois que c'est important entre ces deux tours de pouvoir organiser un débat entre les deux candidats qui sont qualifiés. Je voudrais ensuite remercier l'ensemble des acteurs qui m'ont fait confiance pour ce premier tour, puisqu'entre le premier tour 2022 et le premier tour aujourd'hui, j'ai très fortement progressé en nombre de voix sur l'ensemble de la circonscription, non seulement sur Sarreguemines, sur Pays de Sarralbe de Puclange, mais aussi en Pays de Bitche. Donc voilà, je pense que c'est quand même un signe très positif. Alors vous avez eu tous les deux l'occasion d'aborder différents thèmes durant votre campagne, bien sûr, mais aussi lors du débat d'avant-premier tour sur Mosaïque Cristal, que je vous invite d'ailleurs à revoir sur notre site internet mosaïque-cristal.tv. Il y était question notamment de pouvoir d'achat, de retraite, de jeunesse, d'immigration, d'environnement, de sécurité et de liberté. Alors on va donc s'intéresser surtout à d'autres thématiques aujourd'hui. On est dans une circonscription frontalière au cœur de l'Europe. Quelle est votre position concernant les frontières et concernant l'Union européenne ? On est effectivement dans un territoire frontalier. On a de très nombreuses personnes qui travaillent tous les jours en Allemagne, pour certains même au Luxembourg. Et puis on a tous ces échanges culturels depuis longtemps entre nos communes du pays de Sarreguemines-Bitche et les communes de proche Allemagne. Et donc c'est essentiel vraiment qu'on puisse poursuivre cette coopération et qu'on puisse même la développer dans d'autres domaines, parce qu'avec le traité de l'Élysée, depuis le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été adopté en 2019, on peut effectivement mettre en place de nouvelles coopérations. Moi je pense notamment en matière de santé, où il est essentiel que nos concitoyens puissent plus facilement aller se faire soigner chez nos voisins allemands, parce que dans certaines spécialités, ils ont plus de médecins que chez nous, et donc il faut profiter des forces de nos voisins allemands lorsque nous, on a malheureusement des faiblesses dans certains domaines. Donc je crois que c'est vraiment essentiel pour notre territoire de travailler sur le franco-allemand. Et vous, M. Genft, votre position sur les frontières et sur l'Union européenne ? Alors bien évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec ce que vient de dire Vincent Settlinger. Effectivement, on doit encore développer davantage les conventions avec l'Allemagne, notamment pour la santé, pour le transport, pour la culture. Ce sont des domaines importants pour les gens qui habitent dans notre région et dont beaucoup de gens vont travailler en Allemagne, où d'ailleurs prochainement on attend la fermeture de grandes entreprises ou de grands plans de licenciement du côté allemand. Donc ça va entraîner des difficultés pour les habitants de notre arrondissement, mais ça aussi c'est la conséquence peut-être de certaines normes qui nous sont dictées par l'Union européenne, qui sont transposées chez nous, des fois surtransposées, qui créent de grandes difficultés et dans l'agriculture et dans le commerce et dans de nombreux domaines. Donc je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire à ce niveau-là. Donc pas de volonté de restriction aux frontières ? Non, pas de volonté de restriction aux frontières. Il n'a jamais été question de fermer les frontières ou de remettre des douaniers aux postes frontières. Ça, si on vient dire ça, ça relève un peu de la caricature, je vais dire.
Alors la 5e circonscription de la Moselle a aussi la particularité d'être sous régime spécifique des cultes, avec par exemple de l'enseignement religieux dans les écoles primaires et les collèges, ou encore les ministres des cultes catholiques, luthériens, réformés et israélites qui sont rémunérés par l'État français. Pour vous, quelle peut être la place de la religion en France ? La place de la... alors, je ne parlerai pas de la France en général, puisqu'effectivement, nous avons le Concordat et surtout, à l'inverse de la minorité présidentielle et du parti de gauche, on ne veut pas revenir dessus. Nous sommes attachés à ce Concordat et nous ne voulons aucun changement à ce niveau-là. La religion doit garder toute sa place. Toutes les religions, d'ailleurs, doivent garder toute leur place. Alors, et ça serait quelle place ? Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que nous sommes dans une terre chrétienne. Déjà, et la France a toujours été une terre chrétienne, et je pense que la majorité des Français aimeraient bien que ça demeure ainsi. On ne veut pas empêcher nos concitoyens qui ont d'autres religions de pratiquer leur religion, mais je ne voudrais pas dénaturer d'autres paysages et supprimer nos églises pour les remplacer par d'autres religions. Donc la religion chrétienne doit rester, pour moi, la religion dominante dans notre pays. Vincent Settlinger, pour vous, quelle peut être la place de la religion en France ? Alors je pense qu'effectivement, il faut faire le distinguo entre notre situation en Alsace-Moselle avec le financement public des cultes, mais aussi, je dirais, dans notre société, on a une prégnance du fait religieux qui est plus fort que dans le reste de la France. Et ça, je pense qu'il faut absolument le maintenir parce que c'est notre tradition, c'est notre culture et c'est aussi notre force. Parce que quand on est religieux, quand on est croyant, on participe aussi d'un mouvement collectif. Et je vois souvent des concitoyens, quelle que soit leur religion, qui sont religieux, qui ont cet esprit vraiment collectif, parce que la religion, c'est aussi ça, c'est prier ensemble, quelles que soient ses croyances. Et donc, il faut tout faire pour que le fait religieux puisse continuer à être extrêmement fort dans nos 3 départements. Le régime concordataire, évidemment, l'y aide, mais il faut être extrêmement vigilant parce qu'on voit, alors pas forcément seulement de certaines personnes de gauche, mais de façon générale, effectivement, il y a parfois cette volonté très parisienne de vouloir supprimer toute spécificité locale parce que c'est plus simple. Quand on est haut fonctionnaire à Paris, on se dit, tiens, le système alsacien-mosellan est particulier, on ne connaît pas les règles applicables chez nous, et donc ils ont parfois cette volonté de remettre en cause notre système alsacien-mosellan. Mais là-dessus, il faut être extrêmement ferme et il ne faut pas hésiter à monter au créneau. Aujourd'hui, il y a par exemple cette commission de droit local dont la composition a été un peu modifiée dernièrement. Et là-dessus, il faut être extrêmement vigilant parce que dès qu'il y a une atteinte à notre droit local, il faut monter au créneau parce que ce n'est pas normal qu'on puisse dénaturer de quelque façon que ce soit notre droit local et qu'en même temps, on favorise parfois un fait régionaliste en Corse ou dans d'autres régions françaises. Toute autre thématique, la 5e République, c'est le régime politique en vigueur en France depuis 1958. Cette 5e République est-elle adaptée à la société d'aujourd'hui ? Faut-il modifier la Constitution ? Vous savez, il y avait une phrase d'un grand constitutionnaliste qui disait « il n'y a pas de bonne ou de mauvaise constitution, il y a des constitutions qui durent et des constitutions qui ne durent pas ». Force est de constater que la constitution de la 5e République qui a été mise en œuvre par le général de Gaulle est en vigueur chez nous depuis 1958. Donc ça montre que c'est quand même un régime qui fonctionne. Mais c'est vrai qu'à bien des égards, en prenant en compte les modifications actuelles de notre société, notamment l'irruption par exemple des réseaux sociaux. Il faudrait faire des réformes à la marge, mais je crois qu'il ne faut pas toucher quand même à ce système institutionnel, même si parfois certains essayent de le remettre en cause. On l'a vu ces derniers jours avec cette polémique complètement surréaliste sur le chef des armées, lorsque Marine Le Pen disait que le chef des armées, c'est uniquement sur le papier, mais que ce n'est pas forcément en pratique comme ça que ça se passe. Je crois qu'il faut être extrêmement ferme. On a un régime constitutionnel qui est peut-être imparfait, mais qui fonctionne depuis 1958, donc il faut le conserver. Pascal Genft, la 5e République, ça vous paraît adapté aujourd'hui ou est-ce que vous voudriez modifier la Constitution ? Non, alors ça me paraît adapté, mais évidemment, comme il vient de le dire, je pense qu'il faut faire quelques modifications pour retrouver, je pense, un minimum de souveraineté nationale, parce que
les Français ont du mal à accepter, ou de plus en plus de mal à accepter, que tout leur soit dicté d'ailleurs. Donc on a longuement parlé du problème de l'immigration notamment. On se rend compte à bien des égards qu'on tente de renvoyer des étrangers en situation irrégulière de notre pays et on n'y arrive pas parce qu'il y a différentes lois, différents textes européens qui nous en empêchent. Donc la volonté, notre volonté en tout cas, c'est de remettre en place le référendum d'initiative citoyenne pour permettre des modifications de la Constitution et redonner un peu plus de souveraineté à notre pays. On va changer de thème, on va essayer d'en balayer un maximum, même si on a peu de temps. En France, il existe une multitude d'aides sociales. Sont-elles suffisantes? Sont-elles nécessaires? Quel est votre avis? Alors c'est vrai qu'on ne manque pas d'aide sociale et peut-être des fois on en fait de trop parce que, alors si je prends ça dans le domaine de l'agriculture ou de l'entrepreneuriat, énormément d'entreprises, mais généralement les plus grosses, les plus importantes, sont équipées, sont outillées, ont des personnes pour aller, des personnels qui sont spécialisés dans la traque aux aides. Et donc on va chercher des aides un peu partout pour le développement et pour tout ce qu'on veut. Et les toutes petites entreprises n'y accèdent pas, faute de savoir et faute de connaître les différents dispositifs. À un moment, je pense qu'il faudrait juste laisser les gens travailler, leur permettre de vivre de leur travail, leur vivre normalement de leur travail, sans qu'ils aient, comme dans la pêche par exemple, mais même si on n'a pas trop de pêcheurs dans notre région, sans aide, ils n'arrivent plus à travailler. Donc ça, c'est plus admissible. L'agriculture, c'est pareil. Si on leur supprime la politique agricole commune, donc toutes les aides qu'ils touchent de l'Union européenne, il n'y a plus d'agriculture en France. Ça, c'est quelque chose qui est ahurissant de nos jours parce qu'en fait les gens travaillent beaucoup, font un métier difficile et n'arrivent pas simplement à vivre du fruit de leur travail sans ces systèmes d'aide. Après, on a différentes aides qui sont abusées, qui sont détournées. On a les aides sociales au logement. Je pense que là aussi, à ce niveau-là, on devra à un moment réfléchir. Parce que le logement social, c'est aussi quelque part une aide qu'on donne à nos concitoyens les plus démunis ou les plus en situation de difficulté. Et je pense qu'il ne serait pas anormal de se dire que les gens qui ne respectent pas les lois, les gens qui bordélisent la société, qui font l'objet de multiples condamnations, qui ne respectent pas leur voisinage, ne devraient pas être prioritaires dans l'accession à ces logements sociaux, par exemple. Donc, au niveau des aides, je pense qu'il y aura un gros travail à faire, mais ça nous prendra effectivement beaucoup de temps parce que ça fait 30-40 ans que les politiques qui sont menées par les différents partis, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, sont en échec. Et malheureusement, on a l'obligation de vérité envers les gens qui nous écoutent. On ne pourra pas tout résoudre en 8 jours. Donc ça va nous prendre des mois, voire des années. On va commencer par les priorités qu'on a énoncées et tous les autres problèmes, on tâchera de les régler un à un selon notre feuille de route. Vincent Settlinger, à vos yeux, les aides sociales sont-elles suffisantes, sont-elles nécessaires? Vous savez, je crois qu'on a l'immense honneur de vivre dans un pays dans lequel la solidarité est un mot important. C'est un concept un peu fondateur de notre société. Et je crois qu'il faut en être fier parce que si demain, à titre personnel, ou un enfant, ou de la famille, ou un ami tombe malade, il y a un certain nombre d'aides sociales qui peuvent l'aider à titre temporaire ou à titre permanent pour l'aider dans sa difficulté, dans sa maladie. Le RSA, par exemple, c'est typiquement ce genre d'aide sociale, et parce que certaines personnes ne peuvent pas se lever le matin pour des problèmes de santé ou autres. Là où réside un problème, c'est lorsque des personnes qui peuvent se lever le matin, mais qui ne veulent pas se lever le matin, touchent le RSA. C'est ça le problème, parce qu'à côté de ça, on a des Français qui travaillent, qui sont au SMIC, et qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et qui, dès le 15 du mois, n'arrivent plus forcément à manger. Et ça, c'est ce qui est juste intolérable actuellement. Et donc, effectivement, il faut revoir le mode d'attribution de certaines aides sociales, mais en n'oubliant jamais que ce qui fait la France, c'est aussi la solidarité vis-à-vis des plus faibles, et qu'on n'est pas dans une société américaine dans laquelle on laisse de côté la personne qui, tout d'un coup, est atteinte d'un cancer et qui n'a droit quasiment à rien. Je pense qu'il faut vraiment préserver ce modèle social à la française. La réforme de l'assurance chômage a été suspendue. Selon vous,
Que faut-il mettre en place pour les chômeurs ? La réforme telle que proposée, j'y étais opposé pour plusieurs raisons. D'abord, lorsqu'on a 55 ans, 60 ans et qu'on est tout d'un coup au chômage parce que son entreprise réalise un plan social, il faut évidemment une juste indemnisation parce que à ces âges-là, ça peut être difficile de retrouver un autre emploi. À côté de ça, on a parfois des personnes plus jeunes qui cumulent parfois des périodes de chômage. Et ça, c'est plus problématique parce que quand on a 25 ans, 30 ans, 35 ans, alors mis à part dans certains domaines d'activité ou dans certains secteurs géographiques, mais je prends l'exemple de notre circonscription, de notre territoire de Sarreguemines Beach-Charalbe, on a beaucoup d'entreprises qui se plaignent de ne pas réussir à trouver de la main-d'œuvre, qui ont des gros problèmes de recrutement. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus, il faut éviter que des personnes soient trop souvent, je dirais, au chômage. Mais encore une fois, il faut vraiment distinguer les situations. Et donc, la réforme qui était proposée n'était pas bonne parce qu'elle prenait en compte indistinctement la personne qui se retrouve au chômage à 25 ans et qui est employable, qui peut trouver facilement un autre emploi avec la personne qui se retrouve au chômage à 58 ans. Et vous, que voudriez-vous mettre en place pour les chômeurs ? Vous voyez, encore une fois, je crois qu'on va être plutôt d'accord d'ailleurs sur de nombreux sujets, on va s'en rendre compte tout au long de l'émission. On était également opposé à cette réforme pour des raisons simples, c'est qu'on veut toujours sanctionner, je dirais les mêmes, même si, comme il vient de le dire, il y a dans le lot, on a toujours des gens qui abusent de ces systèmes-là, de ces aides. Mais dire que les entreprises ne trouvent pas de salariés, c'est vrai, il y a une certaine difficulté. Il y a à peu près en France actuellement entre 300 et 350 000 emplois qui ne sont pas pourvus, ce qui veut dire que si demain tous les emplois étaient pourvus, il nous resterait quand même encore 5 millions de chômeurs qui ne pourraient pas travailler. Alors pourquoi sanctionner 5 millions de chômeurs qui n'y peuvent rien finalement s'ils ne trouvent pas de travail. Donc effectivement, comme M. Settlinger, on serait totalement opposé à cette réforme. Et alors du coup, pour défendre l'emploi, que préconisez-vous ? La formation, c'est vrai qu'on en a déjà largement parlé, de la formation, parce qu'aujourd'hui, les jeunes dans nos écoles, on veut obligatoirement faire tous des bacheliers, qu'ils aient le niveau, qu'ils n'aient pas le niveau, une fois qu'ils sont rentrés dans le collège, il faut que ça monte, il faut que ça aille jusqu'au bac. Dans ma jeunesse, on pouvait sortir beaucoup plus facilement de ce cursus, faire un apprentissage, faire des métiers manuels, faire d'autres métiers, c'est absolument pas dégradant, puisque... je me permets quand même de rappeler que moi je suis issu de ce cursus-là. Donc moi j'ai fait un CAP, je ne suis pas allé jusqu'au bac. J'ai fait un CAP, c'est pas dégradant, on n'est pas moins que les autres, et ça nous permet quand même de réaliser des choses dans notre vie. Vous voyez, malgré ce CAP, j'ai trouvé du travail et j'ai réussi à faire quelque chose dans ma vie. Donc il faut qu'on en revienne à ça. Il faut que dans les écoles, on permette à nos jeunes d'accéder plus facilement, ou peut-être déjà mieux les orienter, mais d'accéder plus facilement, déjà dès l'âge de 14 ou 15 ans, à l'apprentissage. Et des mesures peut-être pour les entreprises, pour l'accompagnement à l'embauche ou pas ? Est-ce qu'il y a d'autres choses pour préconiser le premier employeur de France, c'est quand même l'artisanat. L'artisanat, c'est quand même énormément dans le bâtiment d'ailleurs. On avait une réunion hier à la CAPEB qui se plaignent justement de ces problèmes à juste titre parce qu'on ne forme plus de jeunes. En fait, on ne peut pas former que des informaticiens, ça ne fonctionne plus. Dans l'artisanat en général, on manque de main-d'œuvre, on manque de carreleurs, on manque de chauffagistes, on manque d'électriciens, on manque de menuisiers, on manque de tout dans à peu près tous les métiers. Donc effectivement, il faut accompagner les jeunes dans leur formation, il faut les aider à s'orienter vers l'apprentissage, mais il faut aussi accompagner les entreprises artisanales dans le recrutement de ces jeunes et dans la rémunération, puisqu'on a aussi une mesure dans ce domaine-là qui consisterait à les aider à augmenter les salaires des salariés sans charge patronale supplémentaire pour faciliter l'accès à ces métiers. Et vous, quelles sont les mesures que vous préconisez pour l'emploi ? Je dirais qu'on a deux problèmes déjà en matière de formation.
c'est malheureusement une trop faible offre de formation sur notre territoire de Sarreguemines Beach Sarralbe, ce qui contraint parfois certains jeunes à choisir une formation par défaut. Donc ça, c'est déjà très, très dommage, alors qu'il y a des entreprises qui recherchent dans certains domaines, mais il n'y a pas de formation en face. Après, c'est aussi parfois peut-être que nos entreprises, notamment nos grandes entreprises, changent parfois de point de vue parce que aujourd'hui en France, on a tendance à pas forcément toujours faire confiance à la promotion interne. Là où en Allemagne ou dans d'autres pays, on peut commencer ouvrier et on peut terminer patron d'entreprise. En France, on a encore un peu ce schéma des grandes écoles, des grandes universités, qui n'est pas forcément adapté, je pense, à notre monde actuel. Après, concernant l'emploi, puisque c'était aussi votre question, il faut évidemment soutenir ce beau projet que nous portons avec la communauté d'agglomération, avec la région Grand Est, avec Marc Zingraf, pour implanter cette usine de panneaux photovoltaïques, donc Holosolis. C'est 1700 emplois à la clé. Malheureusement, avec le programme du RN, ce projet peut être compromis, puisque vous savez que le Rassemblement national aujourd'hui veut stopper le financement des panneaux photovoltaïques. Donc forcément, ça peut remettre en cause cette implantation de Holosolis. On va vous laisser répondre. Ça y est, ça commence. Bon, écoutez, M. Settlinger, puisque vous voulez soutenir les grandes entreprises qui veulent venir chez nous, comme nous d'ailleurs, puisqu'on veut aussi les soutenir, puisque c'est important de générer de l'emploi pour nos concitoyens, eu égard à la situation en Sarre actuellement avec les emplois qui vont disparaître là-bas, effectivement, il faut attirer des grandes entreprises. Mais comme vous êtes un soutien inconditionnel de cette entreprise qui veut s'implanter à Ambach, je pense que vous avez dû soutenir aussi auparavant Rexolar, je pense. Ah non, je n'étais pas encore en fonction à l'époque. Je n'étais pas encore député. Si, vous avez été élu en 2022. Non, Rexolar, ça s'est terminé avant. Vous avez été élu en juin 2022. Et Rexolar, le projet Rexolar, que normalement vous avez dû soutenir quand même en tant que député. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, ce serait gentil. Rexolar, en fait, a abandonné le projet en décembre 2022. Donc vous avez au moins dû travailler un peu sur ce projet-là, puisque au cours de votre mandat, ce projet était en cours. Voilà. Donc on voit le soutien que vous avez apporté au projet Rexolar, puisqu'il a été abandonné en décembre 2022. Oui, alors le projet Rexolar, je n'y ai évidemment pas travaillé puisqu'il a été lancé avant que je sois député. Oui, bien entendu. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Ce n'était pas moi qui étais en charge, mais vu que vous connaissez bien Mme Triss, je vous laisserai lui poser la question. Oui, d'accord. On va passer au thème suivant. On dit souvent que les services publics sont en baisse en France, notamment en termes de maillage territorial et de capacité d'accueil du public. Et puis en parallèle, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Vous en dites quoi ? Il n'y a pas trop de fonctionnaires en France. Ce qui se pose, c'est le problème de répartition. Parce qu'on le voit bien depuis quelques années, on soutient, on fait tout pour que les métropoles soient toujours plus soutenues. Et donc il y a toujours plus de fonctionnaires à Strasbourg, à Metz, dans les grandes villes. Et puis corrélativement, on veut supprimer des services publics chez nous, au pays de Sarreguemines Beach Sarralbe. Et on nous explique que c'est pour faire des économies à l'État, alors même qu'on sait très bien que ces fonctionnaires vont être déplacés à Metz, à Strasbourg. Je pense qu'il faut être extrêmement ferme là-dessus. Il faut accepter aucune remise en cause de nos services publics parce qu'on le voit bien, que ce soit pour la maternité de Sarreguemines, que ce soit pour nos lycées. Qui dit fermeture des services publics dit complications très fortes de la vie de nos concitoyens. Donc on doit être extrêmement ferme là-dessus et ne pas accepter de fermeture aux services publics dans nos territoires ruraux. Est-ce qu'on manque de services publics ou est-ce qu'on a trop de fonctionnaires ? Alors, encore une fois, effectivement, je ne suis pas certain que nous ayons trop de fonctionnaires, mais je suis d'accord de dire qu'ils sont peut-être mal répartis. On le voit notamment dans l'hôpital public, quand on voit que dans l'hôpital public, 40% du personnel sont des employés administratifs et plus des personnels soignants, on s'interroge. Donc je pense que la répartition est mauvaise. D'ailleurs, nous avons proposé de supprimer les ARS. Alors, ce n'est pas pour supprimer des fonctionnaires, mais c'est pour remettre plus de personnel dans les hôpitaux, dans les soignants, plutôt que de payer du personnel administratif qui prennent des mesures qui ne sont pas toujours très bonnes. On l'a vu à l'occasion du Covid. Donc, oui, je pense que la répartition devrait être changée, effectivement. Tout autre thème, la semaine qui suivait les élections européennes, s'il n'y avait pas eu de dissolution de l'Assemblée nationale, les députés auraient dû se prononcer sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Quelle est votre position concernant l'aide à mourir ?
Alors là, je pense qu'en son âme et conscience, chaque député qui sera élu à l'Assemblée nationale aura une position assez personnelle par rapport à son vécu. Et je ne crois pas que ce soit une position de groupe politique. Moi, à titre personnel, j'y suis plutôt favorable parce que j'ai vu des gens mourir dans de terribles souffrances et ce n'est pas acceptable. J'ai vu des gens qui demandent à mourir et on fait tout pour les empêcher pour les maintenir en vie, pardon. Et ces souffrances-là, je pense qu'on peut se les épargner, surtout quand on est à l'aube de sa vie. Pour ma part, je suis à 100% favorable pour cette loi sur la fin de vie parce que, à titre personnel, mais aussi par des amis, voilà, j'ai eu l'occasion d'accompagner des proches vers la mort. Et c'est vrai que voilà, c'est pas forcément toujours facile à vivre. Et beaucoup de personnes aujourd'hui souhaiteraient être maîtres de leur destin. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, qu'il y a des pathologies comme la maladie de Charcot, mais plein d'autres encore, dans lesquelles vous mourrez dans des circonstances très, très compliquées. Et donc voilà, il faut vraiment qu'on puisse avancer sur ce thème-là, puisque on est maintenant quasiment en exception en Europe. Je veux dire, plein d'autres pays ont beaucoup avancé ces dernières années. Malheureusement, en France, on est en retard. Et donc j'espère que dans les semaines qui viennent, on va pouvoir travailler sur ce sujet. Monsieur James le disait, c'est quelque chose de très personnel et ça peut être vraiment très différent selon chaque député. Ça veut dire aussi qu'on peut décider en tant que député, même en faisant partie d'un parti justement, de voter ce qu'on veut et de ne pas suivre ce qui est dicté par le parti. Vous savez, dans toutes les questions de société, en général, tous les partis laissent effectivement une certaine liberté de vote aux députés, puisqu'on sait que c'est des sujets très personnels. C'est pas comme sur des sujets économiques, budgétaires. Hein. Là, il y a toujours une très forte liberté de vote qui est laissée aux parlementaires. Je crois que voilà, chaque personne a un vécu différent. Après, ce qui est sûr également, c'est qu'il faut prendre garde à ne pas faire n'importe quoi non plus, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi des soignants qui nous contactent en disant attention, ils sont favorables à une évolution législative, mais il ne faut pas non plus qu'on arrive à un excès inverse, comme dans certains pays, pas en Europe, mais notamment au Canada, où c'est quasiment l'inverse, c'est-à-dire que les soignants ne doivent en aucun cas orienter le patient, et s'ils ont le malheur de leur dire « attendez voir, réfléchissez quand même encore parce que vous êtes encore en bonne forme et vous pouvez quand même encore avoir une espérance de vie importante », le médecin peut être quasiment poursuivi. Hein, donc là, c'est presque l'extrême inverse. Je pense qu'il faut quand même qu'on puisse encore laisser un certain conseil aux patients pour prendre la meilleure décision. Et il faut faire confiance aux soignants. Et en dehors de ces questions sociétales et souvent très personnelles, est-ce qu'on peut, en étant député, voter à l'encontre de ce que dit le parti ? Ça dépend des partis, ça dépend des circonstances, ça dépend de la force du groupe, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je pense que quand on est élu député, on est pour un territoire, et je pense qu'on ne peut pas comme ça suivre aveuglement son président de parti, son président de groupe. Je pense qu'il faut parfois décider à l'encontre de son président de parti. Si vous êtes élu député... On en a vu, pardon, je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire, parce qu'on en a vu la démonstration à l'occasion de la réforme sur les retraites. Donc vous dites que vous revendiquez ce droit de représenter les gens de votre circonscription qui vous ont demandé de ne pas soutenir cette réforme des retraites, mais malheureusement, vous les avez trahis. Vous avez trahi les habitants de la circonscription, vous ne vous êtes pas opposé à cette réforme des retraites. Et même mieux. Et même mieux, puisqu'on a appris la semaine dernière, vous avez été interpellé par une habitante de la circonscription qui demandait mais il était où le député Settlinger quand cette motion de censure a été discutée à l'Assemblée nationale? Ah ben il était dans son bureau à Putelange-au-Lac. Non, j'étais à Vous Paris. étiez le lundi, le jour de la discussion. Non, bah, écoutez, alors cette dame qui est venue vous interpeller sur le marché de Saralbe est donc une menteuse. Elle appréciera. Non, elle appréciera. j'étais à Paris, ça vous pouvez vérifier. Monsieur Settlinger, vous étiez dans votre étude à Putelange-au-Lac. C'est faux. Mais c'est pas grave. J'étais à Paris, ce jour-là. Oui. Concernant la trahison, monsieur James, je crois qu'il ne faut pas non plus se foutre, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Vous avez trahi Marine Le Pen en 2018 pour suivre Florian Philippot, et vous nous parlez maintenant de trahison. Non, je pense qu'il faut ça, rester. C'est des fake news, monsieur. En fait, vous ne faites que ça. Il suffit de regarder le débat qui avait eu lieu sur Mosaïque, où vous disiez clairement que Marine Le Pen ne savait pas gérer son parti, donc elle ne sait pas gérer la France. Je pense que de toute façon, vous êtes les champions du monde pour ça. Vous voyez.
Alors, je suppose que ce n'est pas un manque d'intelligence de votre part, mais quand vous laissez penser aux gens depuis 8 jours que je ne suis pas du territoire, que je suis dans les Vosges, j'habite peut-être pas ici, je ne sais pas, mes voisins apprécieront, enfin tous les gens qui me connaissent savent très bien où j'habite et savent très bien où je vis, faire courir ce genre de rumeurs pour dire aux gens, moi je suis implanté sur le territoire, mais monsieur Genf, il vient des Vosges. Vous n'avez pas été conseiller régional dans les Vosges. Vous n'avez pas été conseiller régional dans les Vosges. Vous êtes plus intelligent que ça, monsieur Settlinger. Je pense. Vous êtes plus intelligent que ça. Vous savez comment fonctionne le système électoral. Vous savez ce qu'est une élection de liste. Vous le savez ou vous ne savez pas? Vous voulez que je vous l'apprenne? Une élection de liste. Comment vous avez déjà été sur une élection de liste. Fonctionne. Alors il y a une élection de liste, il y a des gens qui sont mis sur différentes places de la liste, c'est tout. Je n'ai jamais habité dans les Vosges. Ne faites pas croire que j'ai résidé dans les Vosges. C'est ce que vous laissez entendre. Non, c'est très drôle. J'ai simplement dit, c'est factuel que vous étiez conseiller régional dans les Vosges. Je tenais quand même à clarifier ce point. Mais oui, vous avez bien fait, vous avez rappelé que vous étiez conseiller régional dans les Vosges, comme ça c'est clair pour tout le monde. Je vais revenir à ma question. Si dimanche vous êtes élu député, est-ce que dans l'hémicycle, vous êtes prêt à voter des choses contraires à ce que vous dicte le Rassemblement national? Bien entendu, parce que en fait, chacun est libre de ses convictions. Vous savez, je vais vous rappeler un détail qui n'aura échappé à personne. En 2017, j'étais déjà candidat et en 2017, j'avais fait un tract qui n'était pas dans la ligne droite du parti que je représentais. Voilà. On m'en a d'ailleurs fait la remarque, mais je dis j'exprime ce que moi je pense et ce que je ressens dans ma circonscription. Voilà. Donc je revendique une certaine liberté de prise de position. Après, j'invite tout le monde à prendre connaissance du programme qui est téléchargeable sur le site du rassemblementnational.fr. Et je l'ai lu. Alors, je ne l'ai peut-être pas mémorisé totalement, mais je l'ai lu. J'ai lu toutes les propositions que nous allons défendre à l'Assemblée nationale et je dois avouer qu'il n'y en a aucune qui me pose difficulté. Alors, question très personnelle sans doute. Quelle est votre position concernant l'avortement ? Moi, je suis pour. Enfin, j'ai jamais envisagé de remettre cette mesure en question. Donc, non, je n'ai pas d'ambiguïté par rapport à ça, non, aucune. Vincent Settlinger. J'ai voté pour l'inscription de la Constitution, de l'IVG dans la Constitution, donc lors du congrès à Versailles il y a quelques semaines. Donc je suis évidemment extrêmement favorable à l'avortement. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Alors on va changer radicalement de thème et d'échelle. Le contexte international s'est invité dans les thèmes de campagne et notamment l'Ukraine et le Moyen-Orient. Quelle est votre position ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être solidaire de nos amis ukrainiens parce qu'ils subissent depuis maintenant 2 ans cette terrible agression de la part de la Russie et donc il faut leur venir en aide. Après, évidemment, il faut que les autres pays européens, il faut que les États-Unis viennent également en aide en Ukraine parce que si l'Ukraine demain tombe, d'autres pays peuvent être sous la menace russe, notamment les pays baltes qui sont très proches de la Russie, qui sont des tout petits États et qui ont vraiment peur de cette menace russe. Et donc il faut qu'on reste très ferme sur nos valeurs parce que la Russie aujourd'hui, c'est un régime totalitaire dans lequel il n'y a évidemment aucune liberté d'expression. Et on a la chance en Europe, en France, d'avoir cette diversité d'opinion qui est possible. Et il ne faut en aucun cas que le régime autoritaire russe puisse s'étendre en Europe. Et concernant le Moyen-Orient ? Concernant le Moyen-Orient, c'est une situation très, très compliquée aujourd'hui parce que vous avez un État comme Israël qui a certes été attaqué effectivement le 7 octobre dernier, mais qui a utilisé effectivement des moyens peut-être disproportionnés par rapport à l'attaque terrible dont le pays a souffert. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut se mettre autour de la table, il faut pouvoir discuter sereinement. Vous savez, il y a Patrick Devedjian qui disait ce qui est un peu terrible dans tous ces pays du Moyen-Orient, c'est qu'ils ont découvert le pétrole avant la démocratie et que donc ils découvriront peut-être jamais la démocratie. Je crois qu'on ne mesure pas toujours la chance qu'on a en Europe de vivre dans des États dans lesquels on peut exprimer n'importe quelle opinion, dans lesquels la diversité d'opinion est admise. Et donc il faut qu'on se mette autour d'une table pour enfin régler ce problème au Proche-Orient. L'Ukraine et le Moyen-Orient qui s'invitent dans la campagne des élections législatives. Vous, quelle est votre position ?
Bon, encore une fois, nous sommes sur une position assez similaire, puisque, bien entendu, on ne peut pas accepter qu'une démocratie soit attaquée par un pays, que ce soit la Russie ou un autre. Nous avons toujours été pour soutenir l'Ukraine et soutenir les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Par contre, nous sommes fortement opposés au fait d'envoyer des militaires français en Ukraine, se battre en Ukraine, nos jeunes, nos enfants. Moi, je n'ai pas envie de voir mes enfants mourir sur un territoire, d'ailleurs, dans une guerre qui n'est pas la nôtre. C'est une position assez simple. Après, pour le Moyen-Orient, parce que ça c'est votre deuxième question, c'est pareil, c'est une situation qui est quand même très préoccupante. On pourrait créer un embrasement. Il faut rappeler quand même que le Hamas est une organisation terroriste qui a attaqué Israël et fait de nombreuses victimes. La réplique d'Israël, alors pour M. Settlinger, paraît disproportionnée. Je pense que ce n'est pas à nous d'en juger, parce qu'en fait, on nous fait des bilans sur le nombre de morts, mais on ne nous dit jamais combien de militaires du Hamas sont tués. Donc quand on écoute les médias, on a l'impression que ce ne sont que des femmes et des enfants qui sont tués en Palestine. Je ne conteste pas qu'il y en ait, d'accord, mais je pense quand même qu'il y a un grand nombre de combattants du Hamas qui meurent dans ce conflit. On voit que le conflit pourrait s'étendre vers le Liban, par exemple. Ouais, ça je pense que nos ministres des Affaires étrangères doivent vraiment s'investir dans ce dossier pour éviter une propagation aux pays alentours. Ouais. On va revenir en France et plus particulièrement à l'échelle de notre circo, et avec une question qui reprend en partie des interrogations d'internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. On est dans un territoire en grande partie rural qui souffre d'un manque de transport en commun et dans lequel la voiture est prépondérante. Quelles mesures défendez-vous concernant la mobilité et ce qu'elle coûte aux habitants ? Non, mais je comprends la préoccupation des gens, parce que les mesures qui sont annoncées, vous avez parlé de l'automobile, quand on entend qu'on veut supprimer les véhicules thermiques en 2035, ça me paraît un peu fou. Nous n'avons pas les infrastructures pour, nous n'avons pas les véhicules qui sont en capacité de faire de longs trajets, et en plus on tue une industrie qui était florissante dans notre pays. Donc c'est une mesure sur laquelle nous voulons revenir très rapidement. Après, pour les infrastructures de transport, effectivement, il y a un grand manque, mais principalement dans le pays de Beach. Mais, je crois qu'il y a des propositions sur la table depuis plusieurs décennies pour désenclaver le pays de Beach, pour refaire vivre les petites lignes de transport ferroviaire. C'est des projets que nous devons pousser auprès du Conseil régional, puisque c'est quand même le Conseil régional qui a la main mise sur ces infrastructures. Nous devons effectivement améliorer les infrastructures de transport, le réseau routier et le réseau ferroviaire. Et concernant peut-être aussi notamment la voiture, d'ailleurs, quelles sont les mesures que vous préconisez, que vous voulez proposer pour les habitants en termes de coûts que ça représente pour eux ? Alors, en termes de coûts, déjà, on sait tous que les véhicules électriques sont chers. Même si j'en ai vu plusieurs sur le parking, mais on se rend bien compte que c'est un budget non négligeable et beaucoup de gens ne peuvent pas se l'offrir. Alors la première mesure qui va déjà profiter à tous nos concitoyens, on sait que les gens du pays de Beach, ce sont les gens qui roulent le plus parce qu'ils sont souvent éloignés de l'emploi. Donc la première mesure que nous allons mettre en œuvre sitôt notre élection, ce sera la baisse de la TVA sur le carburant, sur tous les carburants d'ailleurs. On va passer de 20% à 5,5%. Ça aura un effet immédiat. Alors moi, ça m'appelle une double question. Comment vous faites ? D'abord, parce que l'Union européenne n'autorise pas la baisse de la TVA sur le carburant. Et comment vous la financez ? Alors, l'Union européenne n'aura pas le choix que de nous l'accorder. On a bien une TVA 5,5 sur d'autres produits. Donc, nous passerons cette mesure. Que l'Union européenne ne soit d'accord ou pas, on s'accorde cette souveraineté de décider du taux de TVA sur les énergies. Comment on la finance ? On sait que cette baisse de TVA, mais qui n'est pas que sur le carburant, puisque nous allons, dans un premier temps, baisser la TVA sur toutes les énergies, l'électricité, le gaz, le fioul et le carburant, effectivement. Et on sait que ça va nous coûter, sur l'année 2024, environ entre 7 et 8 milliards. D'accord ? On sait que sur une année complète, ça va coûter à peu près 12 milliards. Alors
Des économies, on en a prévu quelques-unes, effectivement. On a notamment prévu de raboter quelques niches fiscales pour des très grosses entreprises, pour les armateurs, à hauteur de 1,5 à 2 milliards. On a prévu aussi de baisser notre contribution à l'Union européenne, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on fait un effort net de près de 12 milliards d'euros annuels, alors que... Enfin, on contribue à hauteur de 24 milliards et l'Union européenne nous en rend à peu près un peu plus de 12 milliards. Donc il y a quand même près de la moitié de différence. On va demander à l'Union européenne de faire un effort sur notre contribution et on va récupérer environ 2 milliards d'euros. Mais on sait aussi, et je pense qu'on va certainement en parler plus tard, on sait aussi qu'il y a un coût de l'immigration, puisque nous voulons lutter sur l'immigration illégale plus particulièrement. L'immigration a été chiffrée récemment dans une étude qui est parue il y a quelques semaines à 55 milliards par an. Donc des sources d'économie, on en a. On va aussi faire un grand audit de tous les comptes publics de la nation. Parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques semaines que nous n'avions pas accès à toutes les données comptables de la nation. Donc nous allons lancer ce grand audit et je pense qu'on trouvera encore de nouvelles sources d'économie. Je n'en doute pas. Alors Vincent Secklinger, vous avez beaucoup de minutes devant vous pour répondre à tout ça et donner aussi votre point de vue. Je ne sais pas si vous voulez répondre d'abord à M. Jenst ou à ma question qui était quelles sont les mesures que vous voulez défendre concernant la mobilité et ce qu'elle coûte aux habitants. Bon, je vais faire un peu les deux. Je vais répondre et puis en même temps répondre à M. Jenst. Vous savez, en concernant la mobilité, il faut tout faire pour que effectivement notre secteur soit mieux relié aux grandes villes. Ça passe par améliorer, augmenter la cadence, la fréquence des trains entre Strasbourg et Sarreguemines, parce qu'on sait que beaucoup de gens aujourd'hui travaillent sur Strasbourg tous les jours, beaucoup de gens sont étudiants à Strasbourg, donc il faut absolument augmenter le nombre de trains, il faut réduire la durée du train parce que ces dernières années, en raison de différents problèmes techniques, la durée du temps de trajet entre Strasbourg et Sarreguemines a pris et est de plus en plus importante. Il faut ensuite, sur la route, faire le contournement de Vosvillers. Ça a été annoncé il y a quelques jours que c'est en bonne voie. Il faut faire le contournement de Sarreguemines, mais il faut également, dans le Pays de Bitche, trouver une solution. Et cette solution, on est peut-être en passe de la trouver, puisque avec Joël Veil, qui est conseiller régional dans le Pays de Bitche, avec la communauté de communes, on est en train on va mettre en place une expérimentation de nouveaux types de trains qui circuleront dans le Pays de Bitche dans les mois qui viennent. Et ça, c'est un combat qui a pu être mené grâce au travail collectif d'élus de différentes collectivités. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment soutenir ce type de travail parce que quand le secteur de Sarreguemines Beach, Sarralbe est uni, quand on joue collectif, on arrive à imposer nos demandes, nos exigences, que ce soit à la SNCF ou à l'État. Alors ça, c'est pour tout ce qui est surtout transport en commun. Oui. Concernant ensuite le financement, parce qu'effectivement, M. Jenst a fait état de différents cadeaux fiscaux qu'il souhaite faire aux Français, notamment concernant le prix de l'essence. Je crois qu'il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi aux Français. Je pense qu'il faut pouvoir financer ces mesures. Et aujourd'hui, clairement, ces mesures ne sont pas finançables, à moins d'imposer à nos concitoyens une sorte de Frexit qui serait imposé par l'Union européenne. Parce que, évidemment, si demain on dit à l'Union européenne c'est comme ça, c'est pas autrement, à un moment donné, ça ne pourra pas aller comme ça. Et on a eu nos voisins britanniques qui ont voulu volontairement aller vers un Brexit. Ce serait quand même grave, ce serait quand même extrêmement dommageable pour nous, d'autant plus ici à Sarreguemines, où nous sommes à la frontière avec l'Allemagne, on a tellement d'entreprises franco-allemandes, on a tellement d'entreprises à capitaux étrangers. Ce serait une catastrophe si demain nous allions jusqu'à un Frexit imposé par l'Union européenne, parce que nous dirions à l'Union européenne, maintenant, nous c'est comme ça que ça marche, on fait ce qu'on veut, etc. dans notre coin. Ça ne peut pas marcher. Quand on est responsable, quand on veut jouer collectif, il faut qu'on puisse s'entendre. Alors évidemment, il faut être ferme, exigeant à Bruxelles, mais il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi aux Français et dire que demain, Bruxelles, parce qu'on dira la France veut ça, que Bruxelles, l'Union européenne acceptera toutes nos exigences. C'est juste pas possible. Arrêtez de dire qu'on dit n'importe quoi, parce que, en l'occurrence, vous
vous avez fait n'importe quoi depuis 30-40 ans, à vouloir faire plaisir à tout le monde, sauf aux Français, sauf aux gens que vous êtes censés représenter. Vous voulez faire plaisir à tout le monde, vous voulez vexer personne, mais qui paye aujourd'hui les 3 200 milliards d'euros de dette de la France? Ils sont dus à qui? Dites-moi, ils sont dus à qui? Ils sont dus. C'est notre faute depuis 2 ans. Non, mais vous représentez un parti. Pardon, non, on ne sait plus trop de quel parti vous êtes aujourd'hui, puisque le président des Républicains, c'est quand même Monsieur Ciotti qui appelle à nous soutenir. Donc on ne sait plus trop qui vous représentez, enfin comme étiquette politique. Mais toujours est-il que l'étiquette que vous représentiez jusque-là est responsable de la situation dramatique de notre pays. À vouloir faire plaisir au monde entier, vous faites payer les Français. C'est la simple réalité. Et à un moment, je suis désolé, il faut avoir un peu de poigne, il faut imposer ses idées, il ne faut pas se laisser faire. Je crois que là, vous êtes dans le passé et je pourrais vous rétorquer les mêmes arguments et vous dire, malgré votre jeunesse, que le RN a un passé très sombre, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui intéresse nos téléspectateurs. Ce qu'ils veulent, c'est savoir qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour notre territoire et ce n'est pas leur faire un catalogue La Redoute de promesses totalement infinançables et irréalistes. Je pense que tout le monde se rend compte que ce n'est pas parce que demain le RN sera en pouvoir que tout va aller mieux. Vous l'avez même dit vous-même tout à l'heure en disant mais on ne pourra pas faire tout en 8 jours. Voilà, et vous dites déjà qu'il va falloir faire un audit des comptes de la nation, alors même qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'instituts, un certain nombre de fonctionnaires qui font toute l'année des audits. Donc on sait très bien quelle est la situation du pays. En un mois, nous ferons plus que vous n'avez fait en 2 ans. Ça, j'en donne ma garantie. En un mois, nous ferons plus que vous n'avez fait en 2 ans. J'ai repris votre programme, qui est pratiquement le même qu'il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait en 2 ans? Rien. Rien. Les gens vous cherchent dans la circonscription, vous n'êtes pas là. J'étais dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition. Et donc, aujourd'hui, vous comptez être élu toujours d'opposition. Donc. Ça, on verra dimanche. Voilà. Vous savez, je crois que. Puisque, a priori, si on en croit les sondages qui se trompent peu, vous allez faire un petit groupe. Ce serait peut-être une trentaine de députés. Le groupe dans lequel vous étiez va fondre. Vous allez faire quoi? Vous allez représenter quoi? Quelle va être votre force à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous allez vous raccrocher au groupe présidentiel qui veut faire alliance avec le Front de gauche, avec toute l'extrême gauche? C'est ça votre projet? Dites-moi, est-ce que vous allez vous raccrocher? C'est extrêmement caricatural. Non, c'est pas caricatural, c'est la réalité, c'est ce qu'on entend sur les plateaux de télé à longueur de journée. Aujourd'hui, le parti présidentiel, la minorité présidentielle, veut faire une grande coalition avec quelques députés LR, peut-être dissidents, et avec le Front de gauche. Alors, est-ce que vous allez vous rattacher à ce groupe pour pouvoir peser à l'Assemblée nationale? Alors, je me permets quand même de revenir, M. Genne. Est-ce que vous allez vous rattacher à ce groupe pour peser à l'Assemblée nationale? Forcément dans le groupe LR, mais évidemment pas le groupe d'Éric Ciotti, puisque Éric Ciotti a trahi le groupe Les Républicains. Au moins, Éric Ciotti est fidèle à ses idées. Alors, et il défend les Français avant. Laissez répondre, M. Séclinger, d'autant qu'il a beaucoup de temps de parole devant lui. Mais si vous voulez, je crois que demain, évidemment, je siégerai dans le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, évidemment pas le groupe d'Éric Ciotti. Je crois qu'Éric Ciotti a déçu tout le monde parce qu'il a annoncé son ralliement au Rassemblement national sans prévenir personne, parce que le jour même, lorsqu'il a fait cette annonce, on était nombreux à vouloir le contacter, il répondait à personne. Bon, on voyait un peu le genre de comportement qui n'est pas très courageux de la part d'Éric Ciotti. Donc aujourd'hui, on cherche par tout moyen à l'exclure du parti. On a déjà pris plusieurs décisions pour qu'il ne soit plus président des Républicains. Ce sera validé par la justice prochainement. Donc ce qui est clair, ce qui est net, c'est que je ferai évidemment partie du groupe Les Républicains, mais pas dans un groupe avec Éric Ciotti, ça c'est sûr et certain. Après, qu'est-ce qu'il faut pour la France ? Évidemment, aujourd'hui, on assiste à une fragmentation de l'Assemblée nationale. On sait très bien que demain, il n'y aura certainement aucun groupe, ni le Rassemblement national, ni la gauche, ni le bloc central, qui sera en capacité d'avoir la majorité absolue. Dans ces conditions-là, il va falloir travailler de manière intelligente, de manière raisonnée, comme nos voisins allemands, qui depuis longtemps travaillent dans des coalitions SPD, CDU. Je pense qu'il n'y a pas de gros mots là-dedans. En tant que maire, j'étais maire de Rohrbach-Lebitsch pendant 8 ans, 2014-2022. J'étais à la communauté commune, j'étais vice-président de cette communauté commune.
on a des personnes de toute sensibilité. C'est ça la richesse de la France. C'est pas parce qu'une personne est de gauche ou de droite qu'on ne doit pas lui adresser la parole. Je pense qu'il faut être aujourd'hui ouvert. On avait peut-être un retard en France sur ce travail transpartisan parce qu'en Allemagne, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus courant de travailler avec des personnes d'autres partis. Donc oui, demain, je travaillerai dans l'intérêt de mon territoire, dans l'intérêt de la France, mais je n'hésiterai pas à voter une mesure si elle vient d'un député socialiste, si elle vient d'un député macroniste, si elle vient d'un député... voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui être dans une certaine ouverture d'esprit, c'est ce que les Français nous demandent. Alors, ça, pardon, mais ça c'est de nouveau de la langue de bois, c'est beaucoup de blabla. C'est pas de la mais langue de bois. si, c'est du blabla parce que vous ne répondez pas à la question en réalité. Non. Est-ce que vous allez vous raccrocher au groupe présidentiel qui vous soutient dans cette élection, qui veut faire cette grande coalition, puisque sans vous, ils n'auront pas de majorité. C'est vous, M. Genf, qui racontez n'importe quoi. Non, je ne raconte pas n'importe quoi. Est-ce que vous allez vous raccrocher à ce groupe ou est-ce que vous allez rester ultra minoritaire dans l'Assemblée nationale? On peut terminer. Je l'ai dit d'entrée de jeu, lors du précédent débat, je l'ai redit maintenant, je suis républicain, j'ai toujours été fidèle à mes valeurs, contrairement à d'autres. Mais la fois dernière, lors du précédent débat, vous avez dit, ben oui, mais Vincent Settlinger s'est déclaré à la préfecture les Républicains et Renaissance, en voulant semer le doute parmi nos concitoyens pour qu'ils croient à une sorte d'alliance, à des sortes d'arrangements, etc., entre amis. Ce qui est faux, et vous le savez pertinemment. Donc vous essayez comme ça, par des mensonges, je veux dire, les déclarations d'affiliation politique sont consultables, puisque c'est ce qui apparaît sur tous les journaux lorsqu'il y a les résultats, et je suis partout catalogué comme républicain. Bien donc, entendu. cessez de raconter que, soi-disant, il y aurait eu un arrangement et que je serais déclaré par Renaissance. par la minorité présidentielle, soutenu par la minorité présidentielle, qui a renoncé à mettre un candidat face à vous, parce que vous êtes déclaré constructif, c'est ce qui a été marqué dans l'article de presse. Mais peu importe, vous pouvez continuer de le nier. Je sais que c'est une étiquette qui est difficile à porter pour vous, M. Settlinger. Je comprends que vous soyez mal à l'aise, mais c'est juste la simple réalité. C'est comme ça. Ce qui est très bien avec M. Genf et d'autres personnes du Rassemblement national, c'est qu'ils ont des politiques un peu à géométrie variable. L'autre jour, sur Radio Studio 1, radio du Pays de Bitche, sur laquelle on devait réaliser un débat également comme aujourd'hui chez vous, mais apparemment vous ne voulez pas faire de deuxième débat parce que vous fuyez peut-être les débats. Sur Radio Studio 1, vous avez dit oui, M. Settlinger est un député constructif, il faut faire barrage à M. Settlinger. Et 5 minutes après, dans la même interview, vous dites, M. Genf, vous avez voté pour un député Rassemblement national parce que les députés Rassemblement national l'ont prouvé pendant 2 ans, ils sont constructifs. Donc quand c'est constructif pour un député Les Républicains, c'est mauvais, et quand c'est pour un député Rassemblement national, c'est parfait, ce sont les meilleurs du monde. Écoutez, M. Settlinger, vous aimez bien jouer sur les mots, d'accord? Mais je sais que c'est votre spécialité. Vous savez, moi je suis un homme de terrain, d'accord? Je suis un homme d'action. Moi également. Moi j'aime bien marcher devant. Moi également. Voilà. Vous êtes un suiveur. Et vous faites des grands discours, beaucoup de blablabla, mais il ne se passe rien. Non, je suis un élu de terrain. Aussi d'internautes. On a un internaute qui a une question précise pour vous, Pascal Genf, qui dit que dans le débat d'avant-premier tour, vous avez dit, vous êtes prononcé pour la retraite à 60 ans. Ceux qui ont des carrières longues, qui ont commencé à travailler tôt, avec 40 annuités. Monsieur Bardella a dit, lui, de son côté, pas de retraite à 60 ans. Alors, quels sont les revirements au niveau du Rassemblement national? Quelle est votre réponse à vous? Non. Écoutez, merci pour la question de la part de cet internaute. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de caricatures, il y a beaucoup de mensonges, mais on a l'habitude, parce que quoi qu'on dise, c'est déformé et il y a beaucoup de mensonges là-dessus. Le parti a pris la peine de faire un tableau que vous pouvez trouver sur Internet, que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, je pense même que j'en ai un exemplaire ici, d'accord, qui détaille effectivement les âges de départ à la retraite. Voilà, je l'ai ramené là, je peux vous le montrer. C'est un tableau qui est téléchargeable sur Internet et qui montre bien les âges de départ à la retraite, les années de cotisation. Et ça n'a pas varié par rapport à ce que j'ai dit lors du débat du premier tour. C'est un tableau qui va de quel âge à quel âge? Pardon, il va jusqu'à 25 ans. 25 ans de pour carrière. Pour ceux qui rentrent dans la vie active à 25 ans.
D'accord ? Alors, ceux qui rentrent très jeunes dans la vie active et ceux qui rentrent dans la vie active beaucoup plus tard et qui font donc des métiers généralement moins difficiles que ceux qui font des métiers physiques. Et donc quelqu'un qui rentre dans la vie active à 25 ans, c'est la retraite à quel âge? Alors, c'est la seule particularité de ce tableau, c'est qu'il aura exactement le même nombre d'années que dans la réforme actuelle. Et c'est le seul âge où on n'a pas de changement. C'est le seul âge. Par contre, pour tous les autres âges, si vous voulez, je peux vous le donner. Vous pourrez le diffuser tout à l'heure, si vous voulez, à nos internautes. Ils pourront comparer les chiffres qui sont marqués là-dessus. Voilà. Est-ce que c'est un thème sur lequel vous voulez revenir, la retraite? Oui, je pense que évidemment il faut faire une nouvelle réforme des retraites parce que aujourd'hui il faut prendre en compte les carrières longues, les personnes qui ont commencé à travailler jeunes. C'était le souhait et les amendements qui ont été déposés par Aurélien Pradier, donc député Les Républicains. Et donc il faut évidemment travailler là-dessus. Après, il ne faut pas non plus mentir aux Français. On voit depuis quelques jours le Rassemblement national promettre beaucoup de choses et puis ensuite, lorsqu'ils sentent qu'ils ne vont pas pouvoir tenir ces promesses, ils nous disent attention, on va faire un audit financier des comptes de la nation, et si on se rend compte qu'il y a des cadavres dans le placard, on reviendra en arrière. Donc je pense que c'est un peu facile, je pense que tout le monde peut faire ça, dans n'importe quelle élection, promettre et encore promettre, et après nous dire dans 6 mois, dans 1 an, on s'est rendu compte que finalement la situation est plus compliquée qu'on ne le pensait, Emmanuel Macron nous a laissé les cadavres, etc. Je crois qu'il faut aujourd'hui être honnête. Évidemment, la situation économique de la France n'est pas très glorieuse actuellement, parce que le contexte international est compliqué, ça tout le monde le sait. On a accumulé depuis des années des déficits publics. Il faut évidemment qu'on trouve des solutions parce que il ne faut pas mentir aux Français. Demain, si on n'arrive plus à financer notre système de retraite, plus personne n'aura de retraite. Donc il faut être raisonnable. Et quand on parle de retraite, soit on augmente la durée de cotisation, soit on baisse le montant des pensions, soit encore on augmente le montant des cotisations retraite. Je crois qu'il n'y a pas de système parfait, mais moi, ce que j'ai vu en 2 ans, c'est beaucoup de nos concitoyens qui ont des retraites très faibles et qui sont malheureusement obligés de travailler encore à côté. Alors quand on est encore en bonne santé, ça va. Lorsqu'on est cabossé par la vie et qu'on n'est plus forcément en grande forme physique, ça peut être compliqué. Et donc je pense qu'il faut penser à ce montant. Vous avez fait quoi pour eux? Dites-leur ce que vous avez fait pour eux. Oui, je peux vous dire concrètement, dans différents domaines. À part voter la réforme? Non, il y a eu plusieurs réformes qui ont été menées grâce aux députés républicains. Je pense notamment à nos agriculteurs qui avaient un système complètement injuste de calcul de leur pension de retraite. Et donc on a revalorisé leur pension de retraite. C'est une loi de Julien Dive, député Les Républicains. On a également travaillé... Mais vous voulez tous qu'ils travaillent donc plus longtemps? Non, c'est la loi Julien Dive, c'est pas ça. Avec cette réforme Macron que vous avez laissé passer, donc les gens vont devoir travailler plus longtemps, sauf qu'en réalité, les 2 tiers des travailleurs, parce que malheureusement les 2 tiers des personnes de plus de 60 ans ne travaillent plus, sont soit en arrêt maladie, soit au chômage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On aggrave la situation des comptes publics. La réforme Macron nous a coûté de l'argent, elle ne nous a pas fait économiser de l'argent, puisque encore il y a quelques semaines, ils nous expliquaient il va falloir faire encore une nouvelle réforme. Alors on demande aux gens de travailler toujours plus longtemps, mais on n'a pas de travail pour eux. Mais c'est pour ça que je vous disais avant qu'il faut absolument qu'on travaille sur notre système social pour que tout le monde soit incité, notamment lorsque les personnes sont jeunes, à travailler. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'activité. Notre taux d'emploi aujourd'hui en France par rapport à nos voisins européens n'est pas assez élevé. Donc il faut absolument qu'on arrive à ce qu'on n'ait pas, comme on dit, d'incitation parfois à rester à la maison. Et c'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur ces personnes qui ne veulent pas se lever le matin. Je pense que, encore une fois, si on ne peut pas se lever le matin, c'est louable. Mais si on ne veut pas se lever le matin, il ne faut pas que notre système de solidarité soit trop généreux. Et on en arrive à la fin de ce débat et ça tombe bien parce qu'on est sur une égalité quasi parfaite de temps de parole. Je vais vous laisser à chacun l'occasion de dire quelques mots aux téléspectateurs. Je voulais poser une question. Si je peux. Alors, très J'aimerais bien poser une question à M. Settlinger. Puisque je vous en poserai aussi après. On peut, hein, en fait. On est là pour ça, on est là pour débattre. D'accord, on va essayer de pas trop prolonger, histoire de ne pas perdre tous nos téléspectateurs en chemin. Exactement. Alors, une dernière question de chaque côté. Puisque, en fait, M. Settlinger nous accuse de dire n'importe quoi, d'avoir des mesures non financées. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Bon, peu importe.
Vous dites qu'on prend des mesures, qu'on promet des choses qu'on ne peut pas tenir et qu'on ne les finance pas. Pourtant, on vous a expliqué comment on les finance, mais bon, ça, vous ne voulez pas l'entendre. Vous préférez rester dans la caricature. Vous avez des propositions sur votre programme. Vous voyez, je l'ai même ramené, votre programme. Vous avez des propositions, d'ailleurs, qui sont quasiment les mêmes que nous. Il faut être honnête. Non. Elles sont très proches. Vous voulez expulser les OQTF, vous voulez augmenter. Mais ça, tout le monde veut expulser les d'accord, OQTF. Ok, d'accord. Pas... Vous avez une proposition salariale. Alors, juste pour les téléspectateurs, ce sont ceux qui ont une obligation de quitter le territoire français. Voilà, tout à fait. Vous avez des revendications salariales puisque vous voulez baisser les charges sociales qui pèsent sur les salaires. D'accord. Alors, dites aux Français de combien, c'est marqué dans votre programme, vous voulez baisser les charges sociales salariales sur les fiches de paye de nos concitoyens. Alors dites-nous de combien vous allez les baisser, s'il vous plaît. Alors, très bonne question. L'idée, c'est évidemment de baisser les cotisations. Alors, ça passe notamment par les cotisations chômage, puisqu'aujourd'hui, notre système de chômage coûte de l'argent. Si on arrive effectivement à réformer, notamment pour les plus jeunes, en réduisant la durée d'indemnisation, il y aura un coût moins élevé pour le système d'assurance chômage. Et donc, on pourra effectivement baisser un peu les cotisations salariales. Mais ça, c'est à définir. Mais je pourrais aussi vous poser des questions sur votre programme et vous demander. Voilà. On nous demande, écoutez, on nous demande toute l'année d'être précis, de donner des chiffres. Donnez un chiffre aux gens qui nous écoutent. Non, mais s'il vous plaît. Je crois que c'est pas le débat. Si, parce que moi, je vais vous répondre. Vous avez mis dans votre programme baisser les charges salariales. Si vous voulez baisser d'un point, ça coûte 8 milliards. D'accord. Alors dites-moi comment vous financez ces 8 milliards si vous ne baissez que d'un point. Expliquez-nous. Vous nous avez expliqué avant qu'avec les fraudes sociales, on a 50 milliards d'euros d'économies. Ah donc pour vous, ça marche, les économies, mais pas pour nous. Non, parce que okay. Je voulais évidemment... C'était juste pour être sûr. Non, mais monsieur Gênes, je voulais justement, évidemment, vous caricaturer encore une fois en vous disant combien c'était caricatural. On sait très bien, évidemment, qu'il y a de la fraude, mais faire croire aux Français qu'il y a 50 milliards d'euros de fraude sociale qu'on peut récupérer chaque année, mais c'est juste prendre les gens pour... C'est ce que vous avez dit avant, vous avez donné les chiffres, vous avez dit il y a de la fraude sociale à hauteur de 50 milliards d'euros. Non, on a dit c'est les coûts de l'immigration. J'invite les gens à revenir en arrière et j'ai dit c'est une étude qui a chiffré le coût de l'immigration à près de 50 milliards. Mais vous voyez, vous déformez toujours ce qu'on dit. C'est pas grave. Les gens apprécieront. Oui, après, vous avez menti à plusieurs reprises lors du précédent débat, vous avez menti encore aujourd'hui, donc les gens apprécieront encore plus vos mensonges. C'est vous qui le dites. Il suffit de regarder pour, soi-disant, ma déclaration en préfecture, comme quoi j'étais un candidat à Renaissance. Aujourd'hui, vous dites que je n'étais pas là lors de l'examen de la motion de censure, ce qui n'est pas vrai. Enfin voilà, je pourrais comme ça multiplier les mensonges que vous avez proférés à mon égard. Mais je crois qu'aujourd'hui, Monsieur Gênes, c'est pas au niveau, je pense que nos téléspectateurs, s'ils suivent ce débat, c'est pour avoir un projet contre-projet. Et vous avez dit d'ailleurs à plusieurs reprises, je suis d'accord avec M. Settlinger. Voilà. Donc ça montre bien que finalement... C'est ce que je disais, que votre programme, c'est presque un copier-coller d'une autre. Il est très très proche, vous voyez. C'est une blague, je crois que c'est... non, c'est pas une blague. C'est plutôt... Je l'ai ramené. Je l'ai ramené, je peux le lire. Pouvoir d'achat, baisser les charges salariales, augmenter le pouvoir d'achat, c'est bien. Revoir l'organisation du marché de l'électricité, on n'en a pas parlé. Ça fait des mois qu'on en parle. Revoir l'organisation du marché de l'électricité, je sais pas, c'est une proposition qu'on porte, d'accord ? Oui, que les Républicains portaient avant. Lutter contre l'assistanat et les fraudes sociales. Les Républicains aussi le portent. Rétablir l'ordre, soutenir le force de l'ordre. Ça, c'est aussi les Républicains. Je peux lire tout le programme. Il y a beaucoup de propositions qui correspondent à beaucoup de partis. Je pense qu'il est temps que vous vous adressiez directement aux téléspectateurs, l'un et l'autre, puisque un très grand nombre de nos téléspectateurs sont des électeurs de la 5e circonscription, de la Moselle. Alors pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces téléspectateurs électeurs pour essayer de les convaincre de voter pour vous dimanche ? Je crois que dimanche, ce sera le choix d'un député. Qu'est-ce qu'un député ? C'est un homme qui représente notre territoire de Sarreguemines Beach-Sarralbe à l'Assemblée nationale, à Paris, auprès des ministères, auprès des administrations centrales. Il faut donc quelqu'un qui connaisse le territoire, qui connaisse ses entreprises, ses communes, ses artisans, qui connaissent ses associations. J'ai la chance, l'immense honneur, depuis maintenant une dizaine d'années, d'avoir été maire d'Aurore Back Beach, vice-président de la communauté commune. Je suis votre député depuis 2 ans, donc je connais notre territoire, je dirais, de fond en comble. Donc je suis en capacité de le défendre de manière opérationnelle et de manière immédiate. Parce que, vous savez, quand on défend une mesure pour notre territoire,
on essaye toujours un peu de nous la mettre à l'envers, comme on dit, et d'essayer de... Voilà. Et donc il faut connaître à 100% notre territoire, nos communes. Monsieur Genf nous l'a répété tout à l'heure, il était donc conseiller régional dans les Vosges, donc il connaît peut-être un peu moins notre territoire de Sarreguemines Beach, Sarralbe. Donc voilà, faites confiance à un homme expérimenté, un homme de terrain, et ne vous laissez pas séduire par ces promesses qui sont toutes infinançables, irréalisables, et d'autant plus dans un secteur comme le nôtre, qui a toujours été un secteur modéré, un secteur profondément européen, dans lequel la construction franco-allemande a vraiment un intérêt immédiat. On le voit encore avec cette entreprise Olosolis, qui est un consortium européen avec beaucoup de capitaux allemands. Donc attention à ne pas vous laisser endormir par des promesses sans lendemain. Pascal Genft, vous avez 1 minute pour convaincre les téléspectateurs et lecteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Bon, je vois que malgré les efforts qu'on fait, mon adversaire continue à me localiser ailleurs qu'ici, mais bon, il vient de faire ma description. Quelqu'un du terrain, quelqu'un qui connaît la circonscription, quelqu'un qui est né ici, quelqu'un qui a travaillé ici. Je vais passer sur mes mandats puisque j'ai aussi été élu dans une municipalité de la circonscription, mais ce n'est pas de ça qui fait mon expérience sur le terrain. Ça fait longtemps que je le pratique. Je connais très très bien la circonscription, j'aime les gens de la circonscription. J'ai toujours été attaché à ce territoire et je ne peux pas le quitter. Je ne peux pas me résoudre à le quitter et je suis aujourd'hui très triste quand je vois l'état de notre pays, puisque aujourd'hui, bien sûr, on parle de la circonscription, mais il faut surtout regarder l'état de notre pays et la situation que nous laissent tous les gens qui nous ont précédés depuis 30 ou 40 ans est juste dramatique. Donc moi, j'ai été gendarme pendant 20 ans, j'ai été chef d'entreprise là depuis 19 ans. Je veux me consacrer pleinement à ce mandat. Je ne fais pas de promesses en l'air. Nos propositions sont réelles, elles sont détaillées, nos propositions sont chiffrées. Notre adversaire ne sait pas estimer exactement la portée de ses propositions. Chez nous, c'est du sérieux. On y a longuement réfléchi, on y a beaucoup travaillé. Nous sommes motivés, nous sommes courageux. Nous irons au bout. J'ai un binôme qui est extraordinaire. Nous allons nous partager les tâches sur la circonscription. Nous allons nous occuper réellement et être présents pour nos concitoyens. Eh bien, verdict dimanche soir à l'issue du second tour et nous serons en direct sur Mosaïque Cristal dès 20h pour vous donner les résultats au fur et à mesure du dépouillement dans les différentes communes et pour recueillir les réactions des 2 candidats. On compte sur vous pour accepter de communiquer dimanche soir aussi. Merci encore en tout cas à tous les 2 d'avoir accepté de participer à ce débat et très bonne journée à tous.